Ah, ok. Voilà, Bon, là, tant c'est mieux. allumé. Là, c'est allumé. Mais est-ce que le son est bon? Ah, du coup, il va falloir lui appuyer chaque fois. Ouais. Oh, on est là! Coucou. Ah, si, c'est bon. Oui. Attends, ça marche bien là? Sinon, Ça marche pas du tout. oh non. Oh, 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 là, oh. je peux me permettre. I- Voilà. Hop! Il y a plus Marie Camille, comme ça. Bon, ok. Mais là, du coup, tu vas me dire à chaque fois que je skip le PowerPoint, tu m'entends ou pas? Ouais, ouais, je t'entends. Ok. Bah, tu me diras et je passe le PowerPoint, vu que t'es à la Euh, fin, non? ouais. Hop, ici. Là, du coup, ils voient pas ta chambre, les gens. Attends. Vous arrivez à voir ici, ça vous va ou pas? Ouais, ça va, parfait. Ok. Ouais, vas-y, tu peux commencer, Néla, si t'as envie. Qui est parfait. Du coup, les zoonoses, donc c'est des maladies ou infections naturellement transmissibles des animaux vertébrés à l'homme et inversement. Tu peux cliquer une fois. Merde. Alors, vas-y. Vas-y, tu peux. Tu cliques Ouais. encore? Bon, voilà. Et il y a trois acteurs principaux. Et là, tu cliques encore une fois. Pas pratique. Ok, donc les humains, l'animal et l'agent pathogène. Voilà, diapo suivante. Donc là, il faut que tu cliques qu'une seule fois. Donc l'environnement, c'est l'hôte animal et le support de transmission. Et on va le noter avec, enfin, on va noter la transmission avec le coefficient R. Là, tu cliques une seule fois. Quand le R, il est compris de 0 à, enfin, entre 0 et 1, vous savez ce que ça veut dire ou pas? Et ils ont dit que ça veut dire que c'est transmis. Que c'était? Et toi, t'aurais le nom de cette transmission ou pas? Non? Bon, ok, vas-y, donne la réponse, t'inquiète, mais ils avaient à peu près l'idée. Ok, donc c'est une transmission qui est possible à partir du réservoir animal, mais également entre humains. Mais entre humains, c'est très faible et donc on appelle ça des zoonoses extensives. Là, il faut que tu recliques une seule fois. Et donc, quand le R il est supérieur à 1, c'est quoi la particularité? Transmission entre humains et possédés. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça, parfait. Donc, pardon, la transmission interhumaine, elle est significative. Et voilà. Ok, tu peux passer la diapo suivante. Appuyer une seule fois. Donc, les facteurs d'émergence des zoonoses, on dit que ce sont des facteurs qui sont... Vous avez le mot ou pas? Non, ils ont pas. Donc, ce sont des facteurs qui sont anthropiques. Donc, ça veut dire que c'est absolument dû à l'homme. Est-ce que vous avez les quatre types de facteurs ou pas? Alors, est-ce que vous les savez? Si. Pour, Ouais, vas-y, tu peux. Mais tu les entends ou pas, Néla? Non, je Non, les pas. entends pas bien. Ok. Ils ont dit élevage intensif et bah, génétique, ça existe pas trop, mais. Ouais. Donc, en fait, il y a quatre grands facteurs. Il y a la démographie galopante, c'est-à-dire que les humains, on fait des bébés à tout va et du coup, ben, on devient de plus en plus proches les uns les autres et du coup, ça se développe. Enfin, les maladies se développent plus facilement. Ensuite, les facteurs socio-économiques, on est nombreux et on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ensuite, les facteurs liés aux activités humaines et donc les facteurs d'émergence des zoonoses qui sont liés aux activités humaines. Là, enfin, à l'intérieur de cette catégorie-là, il y a industrialisation de l'élevage avec la grippe aviaire.
la modification des écosystèmes avec la maladie de Chagas, le tourisme avec la maladie de Lyme, le commerce d'animaux sauvages avec le sida, les animaux, enfin les nouveaux animaux de compagnie, là, tout ce qui est belettes, serpents et compagnie, et le changement climatique qui fait que, bah, par exemple, il y a des endroits où il y avait de l'eau, il n'y en a plus, et du coup, il va y avoir déplacement des populations. Tu peux passer à la truc suivante. Donc, dans le cours, normalement, il vous zoome sur la grippe aviaire. Donc, la grippe aviaire, c'est un cours, enfin, c'est la partie du cours qui est hyper importante à savoir. Donc, il y a plusieurs types de A à D et il y a deux types de glycoprotéines. Est-ce que vous savez les noms ou pas? Ouais, tu es presque. Neuraminidase, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Et- hémagglutinine, ouais. ah, pardon, Vas-y, vas-y. et amylase. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a de nombreux sous-types. Tu peux cliquer encore une seule fois. Et est-ce que vous savez le risque que ça engendre ou pas? La possibilité, puis les virus peuvent s'adapter aux conditions que l'homme impose et que la nature aussi. Ouais, ouais, ça. Ouais, t'as rien entendu? J'ai pas bien compris en fait. En gros, bah, merde. Vas-y, répète. Ça va pouvoir s'adapter. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est en gros, c'est ça, c'est le principe qui est sous-entendu. Mais en gros, c'est le mot, c'est réassortiment génétique. Mais du coup, si vous l'avez en QCM, c'est bon. Donc ça veut dire que vous allez changer les protéines de surface du virus et ça va faire des nouveaux sous-types qui vont être plus résistants aux antibiotiques, enfin, du coup, pas aux antibiotiques, aux antiviraux, etc. Et enfin bref, du coup, il risque d'avoir une pandémie. Tu peux cliquer une seule fois. Est-ce que vous savez comment elle se fait, la contamination entre les oiseaux? Ouais, mais comment, par quel. Le Ouais, ouais, mécanisme. ouais, en gros, ouais, c'est ça, par le cul, ouais. C'est par les fientes, ouais, par les fientes qui vont dans Ouais, la boue. Et aussi par ouais, les points d'eau. Voilà. ouais, c'est ça. Donc, contamination féco-orale, je sais pas si c'est écrit comme ça. Voilà, j'ai improvisé l'orthographe. Donc, Attends, attends, féco-orale, ça... il y a une question, vas-y. Attends, j'ai pas Pardon. entendu. La quoi? Je crois pas que dans le cours c'est notifié, hein, je crois pas. Hein. Si? S'il y a une partie sur la route. Mais là, c'est C'est pas, c'est à cause des déforestations et tout, non? J'ai pas entendu la question. Ah, t'inquiète, t'inquiète, ça va, t'inquiète. J'ai répondu. Ok. Enfin, je sais. Vas-y. Vas-y. Euh, Ok, donc féco-orale. Et chez l'homme, c'est quoi la contamination entre l'oiseau et l'homme? des vagues. Ouais, mais du coup, par quelle manière? Ça se rapproche beaucoup de. Ouais, ça se rapproche pareil, un peu des oiseaux, genre. En gros, il y a juste un mot particulier. Hein. Bon, vas-y, je donne. Vas-y, tiens. Donc, ouais. Donc, du coup, c'est l'inhalation. En gros, c'est le même principe, sauf qu'en gros, les oiseaux, ils vont manger, entre guillemets, ils vont manger leur merde, alors que nous, on va juste respirer euh, la viande du poulet, quoi. Et c'est comme ça qu'on l'attrape. Du coup, voilà. Tu peux passer à la diapo suivante. Ça, j'arrive pas. Merde, c'est chiant, ça. Vas-y, t'as une question? J'ai pas bien compris le risque d'un assentiment génétique. En gros, le réassortiment génétique. C'est que tu vois, il y a plusieurs. Il y a par exemple le H5N1, H7N9. Elles ont des particularités différentes entre chacune de ces hémagglutinines et neuraminidase. Par exemple, le H5N1, elle est super virulente parce que H5, ça peut nous pénétrer, et, N1, enfin, ça repart bien, genre. En gros, c'est ça. Et du coup, tu as plusieurs combinatoires qui sont possibles avec des réassortiments génétiques, genre. En gros, tu vois. Je sais pas, il y a un virus, au final, il a H5N1, il y en a d'autres, il a H5N2 et tout, et machin et tout. Et ça fait qu'il y en a une qui sera la plus virulente. Et c'est ce qui fait le risque à cause de ces différentes variantes des glycoprotéines, genre, en gros. Et je peux pas passer plus loin. Bon, attends. Ah bon? Ouais, attends, c'est pas grave. Vas-y.
Ok. Donc, à propos de la grippe aviaire, on a dit, il y a quatre types de grippe aviaire, A, B et C. Il y en a certaines pour les pandémies, certains pour les cas sporadiques et certains pour les porcs et ruminants. Est-ce que vous savez, vous arrivez à relier lequel va avec lequel? Quel type de grippe aviaire va avec quelles conséquences? Ouais, c'est ça. C'est des sporadiques pour lesquels quoi, Ouais, bah, D, c'est pour un ruminant et C, c'est pour. C'est bon, ils ont Cas répondu. sporadique. Ouais. C, ça fait cas sporadique, ça commence par la même lettre. Voilà. Si ça peut vous aider. Quel est le rôle de la neuraminidase et celui de l'hémagglutinine dans la contamination? Genre, à quoi sert le H, à quoi sert le N? Est-ce que vous savez? dans la cellule et la moralité, c'est pour sortir, je crois. Je sais pas si c'est exact. Ouais, c'est ça, ils ont juste. Ouais, t'as Là, j'ai juste. entendu. T'as Donc, entendu? la neuraminidase, c'est la libération de nouveaux virus, donc c'est ce qu'on appelle la dissémination. Et l'hémagglutinine, il reconnaît les récepteurs des cellules et il aide à la fusion, et donc c'est la multiplication. Donc par exemple, tout à l'heure, quand vous avez posé la question des réassortiments génétiques, ben, par exemple, par exemple, chez l'humain, le H, il va être associé aux cellules de la gorge. Et par exemple, chez les porcs, il me semble, c'est plutôt au niveau de l'estomac. Donc, si jamais il y a un réagencement génétique, ben, ça pourrait toucher l'homme au niveau de l'estomac, alors que normalement, la grippe, c'est plutôt au niveau de la gorge. Voilà. Et donc, après, il y a juste une dernière question, c'est de combien de types il y a chacun? Combien il y a de types de neuraminidase et combien il y a de types de hémagglutinine? Il y a 18 actions et 11 dans Ouais, ouais, Ah, c'est juste. ça. Ok, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. Comment on peut lutter contre la grippe aviaire? Il y a quatre solutions dans votre cours. la viande. Genre, non, mais genre, s'il y a. Un, Lutter contre les épidémies plutôt. Enfin, genre, comment lutter contre l'épidémie de, de grippe? C'est ça, ouais. Enfin, ouais, du coup, ouais, c'est une surveillance. Ça part par une surveillance. Ok. Vous avez d'autres trucs, il y avait le vaccin, ouais. Et si jamais il y a un plan d'animaux qui est touché par. Hein? Ouais, les isoler et après, et les buter, ouais. En gros, c'est ça. Voilà. Voilà. Et juste, il faut retenir que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et des aliments, genre, je crois qu'il y a deux trucs dans votre cours, deux agences. Il faut les retenir parce qu'ils peuvent poser des questions, puisqu'elles sont importantes quand même. Genre, c'est des agences qu'on va solliciter souvent, quoi. Voilà, bah moi, ma partie, elle est finie. Je suis désolée des conditions un peu dégueu. Et travaillez bien pour la suite du cours. Voilà. Vas-y, ciao, ciao, merci. Hop. Bon, ouais, c'est pas fini, les gars. On n'a pas fini, on a 5 cours aujourd'hui. Après, si vous voulez faire une petite pause, après, on pourra en faire une. Mais voilà, on va commencer avec le pire cours. Je sais pas si vous l'aimez bien. En vrai, vous l'aimez bien celui-là ou pas? Ouais, parce que l'année dernière, il était vachement cool. Et cette année, il est pas drôle, quoi. Donc, voilà. Donc, on va commencer par intelligence artificielle. Je sais pas si vous m'entendez bien en ligne. Normalement, oui. Du coup, elle m'entendait bien, elle est là. Donc, et je sais pas si je vois vos messages. En fait, c'est ça qui change. Ah, c'est un message. Ok, oui, oui, parfait. Euh, bon, on va le faire. Voilà. Donc, voilà, à l'époque, le cours, il commençait direct par. Ouais, à l'époque, le cours, il était mieux parce qu'il se concentrait sur les technoprophètes et tout, c'est le machin qui est drôle, genre. Alors que là, il se concentre sur des trucs pas drôles. Donc, on commence par l'écosystème du patient. Et j'aimerais que vous me citez voilà, quelques exemples
concernant donc voilà l'impact du numérique. En fait, qu'est-ce que permet le numérique aujourd'hui dans la relation des soins? Et j'ai donné un exemple. Et en fait, enfin dès le début, il donne plusieurs exemples là. Donc, premier exemple, voilà, c'est l'immédiateté de l'information médicale. Ça veut dire que le patient, voilà, il peut trouver son information sur Internet directement. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce type de truc? Ouais, vas-y. Ouais, ouais, ça fait partie ouais, du coup de l'impact du numérique. Vous avez d'autres trucs? L'énergie, Ouais, l'émergence des communautés de patients, ouais. la viralité de l'information, Ouais, viralité, ouais. Ouais, le tourisme médical. Et après, voilà, il y a un autre truc, c'est aussi avec la transparence maintenant, la transparence sur les liens d'intérêt, voilà, avec les professionnels de santé, vu qu'on est beaucoup plus, enfin, notre savoir, il est partagé, donc on doit être transparent maintenant aujourd'hui avec les patients. Donc voilà, vous avez dit tout, vous avez tout dit. Vous les comprenez tous, normalement, ça va, pas besoin de... Ok. Et voilà. Donc, ensuite, il nous pose un petit dilemme d'éthique, parce qu'il aime ça, quoi, c'est le cause. Et il y a un truc. Ok. Bon. Et il énonce que, voilà, dans la clinique, donc voilà, face à face avec le médecin et le patient, il y a un point positif majeur que permet, enfin plusieurs points positifs même que permet la technologie aujourd'hui, et voilà quelques garde-fous qui sont mis en place. Et voilà, et après j'ai rajouté, par exemple, il y a un principe à ne pas enfreindre lors d'une téléconsultation, et vous allez me dire c'est lequel, mais on va commencer par la première question. Quels seraient pour vous du coup les points positifs de la technologie dans l'interrogatoire patient-médecin? Est-ce que vous en avez quelques-uns? En gros, il en donne trois. Bon, c'est un peu vague comme question. Ouais, C'est dans le clinique, le fait que l'IA, ça permet de détecter des choses plus vite de manière générale. ouais ça en fait partie. C'est un des trois points positifs. ah, c'est le patient qui va parler du robot, par exemple, des enfants. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Ça, sur du diagnostic et des données. Et le troisième, c'est Bah, moi, vas-y, je vais donner la réponse. Mais en gros, avec, voilà, vous t'as dit, on peut améliorer l'interrogatoire clinique avec, bah, par exemple, les petits robots pour les enfants, parce que c'est plus facile pour des enfants de parler à des robots. Augmentation aussi de la précision clinique avec les stéthoscopes électroniques, par exemple. Et, finalement, grâce à nos technologies, ça, c'est un truc qui, l'année dernière, il avait vraiment insisté beaucoup. Mais dans le cas des cancers des seins, par exemple, on réduit le risque. Ouais, on réduit tout ça. Donc, c'est en faveur du principe de non-malfaisance. Parce que bah, cette fois, on est plus sûr qu'à l'époque. Donc, on ne fait pas plus de mal qu'il existe déjà. Enfin, c'était une grosse partie l'année dernière. Cette année, ça a été assez écourté. Mais du coup, voilà, c'est important à savoir que voilà, pour les vérifications des cancers du sein, en tout cas, c'est le principe de non-malfaisance qui est mis en avant. Merde. Et du coup, un garde-fou, par exemple, si je parle des cancers du sein, Sur tous les cliniques et paracliniques, ouais, aussi à ça. en gros, voilà, c'est un truc super important, c'est que malgré bah, qu'on a l'IA qui détecte parfois mieux que les médecins, il faut toujours que ce soit le médecin qui vérifie tout et qui check tout, quoi. Voilà. Donc la technologie, ça c'est une phrase qui est importante. Et l'année dernière, il avait vraiment insisté dessus. La technologie est appelée à compléter l'humain et non pas à se substituer à lui. Voilà, ça c'est super important. Merde. Ah oui, et maintenant, quel est Putain, je sais pas si vous avez vu la réponse. Quel est le principe que le médecin ne doit pas enfreindre lors d'une téléconsultation? Il y a quelqu'un dans la pièce. Ouais, faut défendre la confidentialité, ouais, s'il y a quelqu'un dans la pièce. Et du coup, c'est quel principe qui serait défendu ici? Non, malfaisance. Ouais, voilà. Donc, c'est parfait. Voilà, tu l'as dit, la confidentialité, parce que c'est ça en téléconsultation, on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui écoute à travers la porte ou quoi. Donc, il faut redoubler, je cite, de vigilance pour ne pas enfreindre, pour ne pas enfreindre le principe de non-malfaisance.
Donc voilà. Enfin, en tout cas, l'année dernière, il aimait bien le cancer du sein et son exemple. Peut-être que là, il aimerait cet exemple. Enfin, je sais pas. Du coup, faut apprendre que le principe de non-malfaisance, dans tous les cas, il est mis en avant. Maintenant, je vous ai mis ces deux messieurs. Notre cours, il commençait par eux, direct, et il nous avait fait genre, je sais pas, 5 pages sur eux. Mais là, c'est tout petit, mais il faut les savoir. On a Carl Roger et Joseph Weizenbaum. Est-ce que vous savez qui a fait quoi ou pas? Ouais. Du coup, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce qu'ils font, enfin, à quoi ça sert et tout? Ouais, parce que bon, là, c'est écourté, mais bon, c'est assez bien dit, je trouve. Enfin, c'est low cost. Voilà. Et maintenant, il parle aussi des différences entre intelligence humaine et l'IA dite intelligente. Enfin, bon, c'est intelligence artificielle, intelligente, c'est un peu enfin bref. Est-ce que on va relier chacun un par un? Donc, capable d'établir des liens entre des phénomènes là où personne n'en avait vu. T'as dit quoi? Ouais, c'est l'IA. C'est la phrase, elle est un peu piégeuse cette phrase, mais vous allez voir que c'est pas la seule. Du coup, ouais, c'est grâce à l'IA qu'aujourd'hui on voit des liens que auparavant on n'avait jamais vus. Donc, ils considèrent que l'IA, voilà, elle voit plus loin que nous dans ce cas-là de, par exemple, la science. Qui n'a pas de conscience? Ok, ça c'est pas très compliqué. Euh, qui a une forme d'intelligence multidimensionnelle? L'humain. Voilà, on a plusieurs formes d'intelligence, intelligence tactile, intelligence, enfin, des trucs comme ça, quoi. Qui n'a pas de vision globale, une absence de contexte. Voilà, l'IA. Qui est généraliste? L'IA, ouais. Qui est créatrice? Humaine. Et qui est imitatrice? Voilà. Ça, faut bien apprendre parce que, enfin, la phrase est un peu mal dite. Imitatrice, l'IA est une imitation de nous, mais c'est juste parce qu'on l'a créé. Enfin bref, bon, vous avez compris la phrase, donc tout va bien. Voilà, on va passer maintenant à des problèmes éthiques. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ah ouais, il y a deux problèmes éthiques. Un problème vis-à-vis donc de la responsabilité et un autre vis-à-vis du diagnostic et pronostic. Est-ce que vous arriveriez à me dire pourquoi il y a un problème vis-à-vis par exemple de la responsabilité, genre qu'est-ce qui se passe avec la responsabilité? Voilà, si c'est ça, on peut pas punir la machine. Du coup, on va faire quoi? On va punir qui? Voilà, donc toujours l'humain. L'IA ne peut pas être responsable, l'humain devient donc responsable. Et diagnostic et pronostic. Est-ce que vous savez le diagnostic, qui peut s'occuper du diagnostic, mais qui s'occupe du pronostic? Voilà. En gros, c'est ça. Euh, T'as dit quoi? L'annonce du diagnostic est toujours. Ouais, ça aussi, ouais. Ça, c'est, bah, de toute façon, enfin, si on nous parlait à une IA, enfin, ce serait pas fou. Donc, ouais, le pronostic, en gros, voilà, la décision thérapeutique, tout ce qui est en fait du ressort de la clinique, dans tous les cas, c'est l'humain. Voilà, vous avez à peu près tout dit. Dans le cours, il fait un exemple. Enfin, voilà, il fait plusieurs exemples. Donc voilà, bon, vous avez compris, c'est bon. Vous voulez lire le petit texte? Voilà, c'est bon. Ok. Maintenant, on va passer à cette partie du cours qui est super importante parce que, enfin, il pose beaucoup de questions dessus. C'est techno. Enfin, du coup, je sais pas si cette année il va vous poser beaucoup de questions dessus, mais nous, d'habitude, on se fait bombarder par ça. C'est donc tout ce qui est technoprophète, technosceptique et technoprophète et techno-optimiste, là. Ouais, si. Euh, et donc, les technoprophètes, on va commencer par une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un leader d'opinion? Ouais. Et qui s'est parlé au loin. Ouais, en gros, c'est ça, voilà. C'est que les technoprophètes, voilà, ils usent souvent t'as bien dit, en fait, c'est ça, t'as dit mot pour mot, c'est individus qui usent de ces techniques oratoires, et aussi d'un réseau relationnel. En gros, les technoprophètes pourront les entendre parce que c'est eux qui sont dans les médias, ils sont un peu partout. Ils sont appréciés des. Ouais, en plus, ils sont, enfin,
Bon, en même temps, c'est eux leur. Enfin, bref, bon, après, c'est une histoire d'argent, mais voilà. Et bah, justement, histoire d'argent, qui est Laurent Alexandre et quelles sont ses recommandations vu qu'il est technoprophète? Et Je les ai mis, non? Je sais pas si vous le avez- côté des hyper intelligents. Sinon, Voilà, en gros, vous avez tout compris. Du coup, il fait quoi, lui? C'est qui? Ouais, c'est marrant de savoir, mais c'est le créateur de Doctissimo euh, qui promet le salut si on suit ses recommandations. Et donc, vous avez très bien dit ses recommandations. Bah, l'année dernière, ça y était, mais du coup. Ouais, merde, putain, je me suis trompé alors. C'est lequel qui fait les. Ouais, Doctolib. Ok. Bref. Non, Doctissimo, non? Ouais, je sais plus, c'était laquelle. Ouais, Doctissimo, ouais. Parce que Doctolib, je crois que c'est américain. Enfin, c'est créé par les Américains. Bon, bref, on s'en fout. Mais voilà, c'est marrant à savoir. Du coup, le créateur de Doctissimo qui nous promet le salut en mettant en avant que le monde, voilà, il se scindera en deux. Hyper intelligent, vous l'avez très bien dit. Ceux qui maîtrisent les codes de l'IA, voilà, ceux qui investissent massivement. Et hypo-intelligents, voilà, les sous-intelligents, ceux qui n'auront pas pu s'approprier voilà, des outils numériques et qui seront totalement dépassés par la logique et le progrès de l'IA. Voilà. Euh, on va suivre avec les technos progressistes. Voilà, on a Hegel, qui est un très bon. Vous savez que c'est. Ah, j'ai même pas mis les questions. Voilà, il y a deux types de techno progressistes. Vous pouvez me les dire ou pas? Et quelles sont les différences entre les deux? Ouais, ouais. Enthousiastes et modérés. Les enthousiastes, ils font quoi? Le modèle où il est dépassé par Ouais. temps, donc ils le font moins que les technoprophètes. Alors, ils vont pas dire oui, investissez massivement. Ouais, les en fait, il y a un truc qui est assez mal dit cette année, c'est que en fait, les technoprophètes, en réalité, ils sont pas si contents que ça, en fait. Genre, ils sont en mode, en gros, si vous me suivez pas, c'est la merde. Mais ils disent pas forcément que tout va bien, genre. Ouais, si, mais du coup, ouais, enfin, maintenant, il a rajouté ça, mais à l'époque, ouais, bah, oui, du coup, oui, t'as raison, c'est vrai, ça. Euh, et les techno-progressistes, eux, c'est tout va bien, genre. En mode, il y a pas, enfin, pas forcément, mais chez les enthousiastes, en tout cas, tout va bien, genre. Chez les techno-progressistes enthousiastes, tout va bien, et les modérés, justement, bah, il faut être prudent, genre, pour les modérés. Et Hegel, pourquoi il est techno-progressiste? Vous savez un peu ce qu'il a dit ou pas? En gros, Hegel, il dit que bah, l'humain, dans tous les cas, on objectifie tout ce qu'il y a autour de nous. Donc là, on va objectifier notre intelligence. Non, en gros, enfin, ouais, il dit, je cite, toute l'histoire de l'humanité est l'avènement d'un esprit qui s'objective. Donc là, l'IA, ça va permettre de nous objectiver. Et les technoprogressistes, ils disent que grâce à l'IA, le médecin aura plus de temps pour soigner les patients. En gros, c'est ce qu'ils disent. Voilà, je sais pas le truc. Voilà. C'est chiant ce truc. Donc, selon les technoprogressistes, l'IA elle va permettre de nous libérer, de nous faire gagner du temps. Mais après, hop, on a qui? On a les technosceptiques. Et voilà, quelle est la grande différence avec les technoprophètes? Oui, bah, c'est vraiment un danger, en fait. Ouais, voilà, pour eux, c'est la merde et il n'y a pas de solution, quoi. Alors que les technoprophètes, c'est la merde, à peu près, enfin, selon leur penchant politique. Mais selon les technoprophètes, c'est la merde. Et genre, je vous propose la solution. Chez les technosceptiques, bah non, c'est juste la merde. Et voilà, il y a encore deux courants de technosceptiques. Est-ce que vous avez les noms ou pas? Ouais, catastrophiste, c'est.
il y a alarmiste. Euh, Après, peut-être je l'ai écrit sans savoir qu'ils l'ont enlevé. Non, il y a normalement encore, non? Si. Ah ouais? Parce qu'après, j'ai regardé les voies de cours, donc normalement, c'est. Ils le disent? Ouais, c'est bon. Ok, ils disent, ouais, bon, alarmiste et catastrophiste. Est-ce que vous pouvez me donner quelle est la différence entre alarmiste et catastrophiste? Ouais, c'est un peu compliqué dans notre cours, hein, bah, en gros, tiens, attends, je vais vous mettre le. Hop, je vais citer tout ça. Moi, ce que je vous conseille pour faire ce cours, en tout cas, c'est ce que j'avais fait, c'est d'écrire tous les noms des mecs et de dire qu'est-ce qu'ils sont. Et comme ça, en se rappelant de ce qu'ils ont dit, au final, tu te rappelleras exactement de ce que c'est. Bah, les techno-sceptiques alarmistes, eux, ils disent l'inverse des techno-progressistes. C'est-à-dire que, bah, en fait, il y aura cette machine et justement, on va rentrer dans ce processus d'automatisation où, OK, c'est pas parce que le médecin il a plus de temps qu'il va consacrer son temps pour parler au patient, quoi. Enfin, le médecin, il va enchaîner ses payes et tout. Enfin, bref, en gros, ils sont comme ça, genre, ça va juste nous automatiser et nous faire aller plus vite. Voilà, ils disent l'homme lui-même devient une machine. Et on a deux mecs qui n'avaient pas l'année dernière, donc parce que le travail il est bien. Enfin, parce que quand il y a des nouveaux mecs, généralement ils les aiment bien. Enfin, donc Hartmut Rosa ou Paul Virilio, voilà, c'est des nouveaux gars. Qui dit voilà, on est dans une logique d'accélération. Et les catastrophistes, c'est Heidegger, euh, qui dit que voilà, on est aussi dans un système, dans un mécanisme de processus. Donc dans ce cours, j'avoue que c'est pas très bien dit ce qu'il y a de différent, mais voilà, il faut savoir les mecs en tout cas qui y font partie. Ok, on a fini pour IA, et maintenant on va passer avec les médocs. Les médocs, je crois il a aussi changé. Ouais, il a changé cette année, je crois aussi. Non, vite. Non, je crois pas, je suis pas sûr. Enfin bref, on va commencer avec un petit QCM. On va faire un par un, je crois, normalement. Attendez. Ok, merde, on va vous aider. Ça va, personne n'a vu la réponse? Non, ça va. Ok. Du coup, on va lire la A. En France, les dons de sang et de plasma doivent être vertueux. C'est vrai ou faux? C'est vrai, c'est exact. Euh, la B, la conception procédurale. Si vous voulez, que j'explique. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. La conception procédurale s'oppose à la conception déontique. C'est faux. Et pourquoi? Merde, putain. Ouais, c'est à la fois la déontologie, elle tempère la libérale et ben, c'est une justice aussi. Ouais, en gros, ouais. Donc, faut la procédurale, qui est en gros celle qu'on est actuellement, euh, elle s'oppose pas du tout à la conception déontique. Justement, les deux utilisent cette justice commutative. Et puis, de toute façon, bon, on va le voir après, mais voilà. La C, la justice commutative, c'est-à-dire le fait d'être raisonnable et retrouvé dans la conception déontique ainsi que dans la conception essentialiste. Vrai ou faux? Mais est-ce que commutatif, c'est vraiment le fait d'être raisonnable en soi? La justice commutative, Pas dans le c'est sens d'écouter où les deux. Donc, c'est vraiment ah ouais? se mettre à la place de l'autre dans. Il dit juste, ouais, la justice commutative, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Bah, du coup, enfin, faire preuve enfin, de raison, quoi, d'être raisonnable, d'écouter les deux, de pondérer les deux idées, quoi. Parce que les essentialistes, justement, eux, enfin, eux, c'est le capitalisme. Ils écoutent que eux et que leur profit, quoi. Ils vont pas écouter les passions. Donc, justice commutative, voilà, c'est pondérer les deux, je dirais. Et du coup, ici, euh, dans tous les cas, chez les essentialistes, on parle jamais de justice commutative. Voilà. Pour la D, selon la conception essentialiste, le capitalisme n'est pas moral, mais il est plus efficace que la morale. T'as dit quoi? Ah, Ouais, c'est vrai. Ouais, cette phrase, faut faire attention. Même si ça, voilà, enfin bref. Même si ça sonne pas très joli, genre.
Enfin, c'est des bâtards, quoi. Enfin, bref. Oui, le capitalisme, il assume. Le capitalisme n'est pas moral, mais il est plus efficace. Sans capitalisme, genre, on serait dans la merde. Enfin, bref. Et merde, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et là, enfin bref, bon, chacun pour ce qu'il veut. Dans la conception déontique ancienne de Kant, nous avons le devoir de perfectionner notre nature en acquérant au cours de notre vie des qualités morales. Ouais, c'est Aristote. Ouais, ici on parle d'Aristote. Si pas, c'est sûr, bénéfique avec Kant, c'est faux, c'est automatiquement faux. Parce Non. que Pourquoi? Pourquoi non? Pourquoi tu... l'éthique des vertus, c'est aussi enfin, la conception déontique d'Aristote. Faut avoir compte qu'on utilise plus le terme déontologie. Et je ne sais pas si ça, il y a vraiment une différence. Non, moi je considérais, parce que justement, donc il dit conception déontique ancienne et conception déontique moderne. Donc, enfin, dans tous les cas, on parle de conception déontique. Ok, ça va? Enfin, en tout cas, je ne mettrai pas faux si jamais on parle de ça. Donc voilà, on a les trois grandes conceptions, déontique, essentialiste et procédurale. Et voilà comment vous définirez chacune de ces conceptions. Je vais faire un tour de table et chacun vous allez me dire un mot pour définir chacune de ces conceptions. Donc on va commencer par toi. Tu me dis trois mots du coup. Je défini. Ah, ok, bon, bah, c'est pas grave. T'inquiète. Qui a fait le cours? Vous avez tous fait le cours sinon? Ouais, bah, c'est pas grave. Tu dis un mot, tu dis le premier mot qui te passe par la tête en pensant à ça. Tu l'as fait du coup? Vas-y. Ok. Tu l'as fait? Vas-y, justement, il faut que tu mettes un mot sur chacune de ces conceptions, comme ça ressortira direct. Ok. Ouais, mais c'est pas grave, vas-y, ok. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, vas-y, c'est pas grave, tu peux réutiliser le mot, et au moins que tu te fixes un. Et antique? Ouais, 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 ok. Vas-y. Ouais, ouais. Et essentialiste? Ok, toi, t'es la dernière. Tu l'as fait? Non, tu veux pas? Bon, ok, allez, on passe. Passons. Voilà, moi, pour moi, déontique, c'est la gauche. Essentialiste, c'est le capitalisme. Et procédural, voilà, tu converges, tu réfléchis, tu médites. Voilà. Donc, maintenant, on va préciser plus de choses sur ces trois conceptions. On va commencer par la conception déontique. Sur quelle valeur est basée sur cette conception? En gros, la question, ça va être de dire qu'est-ce qu'on doit faire pour enfin, pour être dans cette type de conception déontique. Et voilà, et après, on a parlé de la justice commutative, mais on l'a bien dit, donc voilà. C'est Oh, les quatre mots que Aristote définit. je crois qu'il y en a trois, mais peut-être il y en a quatre. C'est équilibré, rationnel. C'est ça? Ou pas. Ouais, non, mais tu peux le dire, vas-y. Ah, si, de ça? Ouais, bah, vas-y, tu peux le dire. Ouais, c'est pas grave, ça marche. Dans tous les cas, ça va ensemble. Ouais, ça me paraît pas. Réfléchis. Ouais, ok. Voilà, bah, en gros, ouais, la conception déontique, c'est être juste, tempérant, raisonnable. C'est, je cite, dépasser l'égoïsme au profit d'un souci affirmé de l'intérêt commun. Et ça fait partie du coup de la définition de la justice commutative. Vous les avez dit, qui sont les deux auteurs des deux versions de cette conception et quelle est la différence en gros entre ces deux versions, la conception ancienne et la conception moderne. Ouais, et Aristote, qu'est-ce qu'il dit en gros? Aristote, il dit qu'il faut toujours s'améliorer, toujours chercher à être vertueux, alors que Kant, en soi, il dit juste, bah, il faut respecter la personne qu'on a en face, et si on dit qu'on est un maître, attends. Si on s'octroie des droits, on se doit d'être un maître de devoir. Un truc comme ça. Ouais, ouais, j'avais pas tout sortir non plus. Ouais, Ouais, en gros, c'est ça, voilà.
Pour la conception ancienne donc de Aristote, c'est l'éthique des vertus. Voilà, faut se le rappeler. Aristote, éthique des vertus. Et justement, j'aurais pas dit dignité pour Aristote, parce que c'est plutôt le truc de Kant. Ah, ok, ok. Ouais, voilà, Kant, c'est respect de la dignité. Voilà, sa phrase, que vous avez vue au moins 50 fois dans les cours. Bon, je vais pas vous la demander, mais bref, vous la connaissez par cœur, je pense. Et bon, j'ai mis la réponse, mais c'est cette conception qui est soutenue par le CCNE. Voilà, c'est celle qui est promulguée par le CCNE. Maintenant, parlons voilà, de la conception essentialiste. Et la question, c'est quoi? Sur quelle valeur? Ouais, c'est un jeu de mots. Sur quelle valeur est basée cette conception? Genre là, qu'est-ce qu'ils pensent en tête? Qu'est-ce qu'ils ont en tête? C'est un peu utilitariste. Non, c'est la valeur thérapeutique du produit uniquement. Ouais, voilà. En gros, il se base, ouais, c'était un petit jeu de mots, alors. Il se base sur la valeur, l'argent, donc la valeur du produit, et pas sur la valeur des personnes. Euh, et voilà, justement, on a encore cette citation de le capitalisme n'est pas moral, mais la morale n'est pas rentable. Voilà. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. De quelle politique sont les auteurs de cette conception, du coup? Vous l'avez dit tout à l'heure avec le seul mot. Et Voilà, c'est les libéraux. Est-ce que vous avez des noms? Ouais, Comment je pense, ouais, Ricardo. Ricardo et Jeff Jacobi aussi. Vous savez un peu ce qu'ils ont fait chacun ou pas? Ouais, mais qui a fait la main invisible? Ouais, la théorie de l'ordre spontané des... voilà, ouais, faut apprendre chacun qui a fait quoi. Donc ouais, voilà, dans les cours d'éthique, moi je mets souvent, enfin dans mes révisions, j'écris le prénom, gros trait et qu'est-ce qu'il a fait pour pas me tromper, genre. Voilà, Adam Smith, il a fait la théorie de la main invisible, qui va de pair avec la théorie de l'ordre spontané, comme quoi voilà, tout va se régler tout seul, enrichissons-nous, c'est pas grave, ça va se régler. Donc, enrichissons-nous selon les libéraux. Et du coup, mais sur quels paramètres on établit justement ces coûts? Il y a trois paramètres, je crois. Oui, il y a trois paramètres qui deviennent six tard. Est-ce que vous avez ou pas? En vrai, c'est un peu des questions chiantes. Mais ouais, j'avoue. En vrai, c'est chiant. Ouais, si vous savez pas, c'est pas grave. En vrai, ça, c'est juste pour faire chier. Le calcul médico-technique et le rattrapage des stats, vous essayez de comprendre. Ça, c'est pour les toutes nouvelles. En gros, ça, c'est là, tu as donné celle que justement on emploie Oui, aujourd'hui. c'est le néo. Voilà. Et à l'époque, ben, on se fixait sur trois paramètres. Valeur d'échange et valeur d'usage. Voilà. Et aujourd'hui, on en a six. Donc, plutôt, enfin, apprenez pas les trois par cœur, quoi, mais sachez que, il y en a trois qui se seront rajoutés après. Euh, Même si bon, c'est du détail, je pense pas qu'il va poser des questions sur ça, mais C'est le cause. ouais, c'est le cause. Moi, je suis vous, voilà, quoi. Maintenant, conception procédurale. Sur quel schisme, voilà, schisme, séparation de deux parties, est basée cette conception? Voilà, ouais, c'est un peu nul comme question, j'avoue. Bon, après, c'est pas des. En gros, qui on sépare dans la conception procédurale, qui on n'écoute pas, en fait, en gros. Ouais, et quels extrêmes? Un socialiste et libéral. Ouais, en gros, ouais. Mais un peu plus précis, on dirait, voilà, les profiteurs à pro-gain et les autres, les idéologues dogmatiques ignorant l'économie. Voilà, c'est ce qui dit le cause. Donc, la conception procédurale, c'est la voie du milieu. On n'écoute pas ceux qui pensent qu'à leur tête, même si bon, voilà. En, du coup, bon, devant nous, écouter un seul extrême, c'est évidemment faux. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'écoute pas les deux, on fait une discussion, voilà, une négociation.
où chacun se retrouve. Voilà, donc on écoute on écoute les différents avis. Et est-ce que du coup, cette conception procédurale peut être compatible à la conception soutenue par le CCN? Oui, la conception soutenue par le CCN. Mais c'est laquelle la conception soutenue par le CCN? C'est laquelle? Bah, c'est la déontique, ouais. Ah, oui, d'accord, ok. Ouais, voilà. Enfin, bref. Et voilà, et justement, qu'est-ce qu'elle partage? Elle partage cette justice commutative voilà. Et je crois que c'est la fin, voilà, des deux cours d'éthique qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, on va faire le règne des champis, et ensuite, on va faire les végétaux. Voilà. Ciao. Du coup, moi, je vais vous présenter le cours sur les champignons. Tu peux utiliser mon ordi dessus. On voit juste au fond. Attends, je le teste. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, tu peux utiliser mon ordi dessus. Ouais. C'est bon? Comme ça. Ok. Ouais, ok, c'est bon. Ok. Du coup, on va commencer par un petit QCM pour voir si vous voyez les différences entre les cellules fongiques et les autres cellules, animales et végétales. Du coup, attends. Ok. Vous répondez vrai ou faux, vous n'êtes pas beaucoup, du coup, vous pouvez répondre à vote. Ça va. Ils sont eucaryotes, immobiles et autotrophes. Ils synthétisent leur propre nourriture. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi? Très bien. Leur appareil végétatif est rudimentaire et se nomme TAL. Très bien. À la différence des végétaux, la membrane plasmique des fongies n'est pas doublée par une paroi. Bravo. Pourquoi? Parce qu'il y a une paroi polysaccharidique avec de la chitine notamment. Le stérol majoritaire de leur membrane plasmique est l'ergostérol. C'est vrai. Bravo. Et leurs réserves glucidiques se font sous forme d'amidon comme pour les végétaux. C'est faux. Non, C'est du glycogène. C'est pas très instinctif, je suis d'accord avec vous. Ok. Du coup, les champignons, ce sont des organismes. Alors, la deuxième, elle va... Bon, je vais vous donner des options. Du coup, pour la première, ce sera eucaryote ou procaryote. Très bien. Ah bon, Merde. j'avais pas vu. Vous avez rien vu. Ensuite, au niveau de leur mobilité, ils sont mobiles ou immobiles? Très bien. Et la dernière, c'était... Ouais, c'est ça. Bravo. Encore un texte à trop. Un peu relou, mais au moins vous participez, c'est bien. Du coup, ils ont comme caractéristique un appareil végétatif qu'on appelle le... Très bien, qui est unicellulaire pour le levure ou filamenteux. Une paroi qui est constituée de chitine. Une membrane plasmique qui est constituée de... Très bien. Donc, le stérol majoritaire chez les champignons. Et un système vacueur important comme les végétaux et du... Très bien. C'est que vous avez retenu. Ok. Donc, pour se reproduire, ils vont produire des spores qui sont généralement non flagellés et unicellulaires. Et on va avoir deux types de champignons en fonction de si la reproduction sexuée ou asexuée est majoritaire. Du coup, les macromycètes qui vont avoir une reproduction majoritairement sexuée avec une formation d'un sporophore. Donc, le sporophore, c'est le champignon qu'on voit. C'est une structure qui est de grande taille et qui va porter les spores. Et les micromycètes qui, eux, sont majoritaires avec une reproduction majoritairement asexuée et pas de sporophore visible. Ça va, pas de problème sur ça. Du coup, sur un film qui dit les macromycètes ont une reproduction asexuée, c'est pas faux en soi. C'est pas faux, exactement. Mais elle sera, pour certaines espèces, jamais vue même. Mais oui, ils peuvent faire les deux. Enfin, on trouvera de tout, mais oui, ça sera majoritairement sexué du coup. Ok, donc les 4 modes de nutrition. Je vous lis la définition, vous me dites ce que c'est? Ça vous va? Association intime et durable à bénéfice mutuel et réciproque avec l'autre organisme vivant. Très bien. Se développe aux dépens d'organismes vivants appelés hôtes qui souffrira plus ou moins de la présence du champignon. Très bien. Ils vivent avec d'autres organismes vivants sans nuisance notable. Cette interaction est bénéfique pour lui mais n'a aucune influence sur son hôte. Très bien. Et se développe aux dépens de la matière organique morte. Très bien. Parfait. Ok. Donc là, je vais bouger ça. Bon. Tu me fais mal au temps. Pour moi, mais c'est pas grave. C'était juste pour le titre, mais c'est pas très grave. Ok, donc les saprotrophes, c'est le mode de vie le plus fréquent sur notre planète, qui va concerner la majorité des micromycètes et 45% des macromycètes.
Et les champignons saprophytes sont cultivables par l'homme, c'est important, et il faut être utile pour se nourrir, pour la recherche, pour la médecine traditionnelle asiatique aussi. C'est les principaux agents de décomposition de la biomasse végétale, même s'ils dégradent aussi la biomasse animale, et ils sont capables d'une digestion externe, c'est-à-dire qu'ils vont sécréter des enzymes dans leur environnement. Comme ça, ils vont pouvoir récupérer directement les nutriments, alors que nous, par exemple, on a une digestion interne, c'est-à-dire que nos enzymes, elles sont dans notre corps directement. Ok. Euh, donc maintenant, on va parler d'une symbiose. Environ 90% des végétaux sont mycorhizés, mais qu'est-ce que ça veut dire mycorhizé? C'est ça. Bravo. La symbiose mycorhizienne, c'est l'association de bénéfices mutuels entre un champignon et l'espèce végétale au niveau de ses racines, les plus petites radicelles, qui aboutit à la formation d'un organe mi-végétal, mi-champignon. Ok, on voit pas tout. Appelée la mycorhize, et grâce à cette symbiose, les végétaux sont devenus terrestres et la flore s'est progressivement diversifiée, le sol s'est formé. Du coup, coulent les champis. Ok. La différence entre endo et ectomycorhize. Donc, endo, ça va concerner les champignons. Ah, Bon, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Et ça concerne 85% des espèces végétales. Et ecto, ça concerne uniquement, et donc peu d'espèces végétales, des micromycètes, du macromycète, du coup peu d'espèces végétales. Ok, très bien. Du coup, endo inférieur micromycète et ecto extérieur macromycète. Voilà, c'est sur quoi je voulais mettre l'accent. Ensuite, le commensalisme, c'est l'installation d'un être vivant avec un autre sans lui générer de nuisance notable. Du coup, ça va être le cas de Candida albicans. On va avoir, c'est une levure qu'on a tous en nous, dans nos muqueuses. Et en théorie, bah, elle nous dérange pas. Oui? quand on dit c'est strictement du coup, ça, c'est vrai. Alors qu'il y a écrit que c'est peut-être paradis. Oui, parce que Mais les ouais, c'est un peu ambigu. Bah, parasites, en théorie, oui. Par exemple, Candida albicans, elle peut être parasite. Je sais pas si tous les commensaux peuvent devenir parasites, par contre. alors soit c'est opportuniste. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est exclu. Est-ce que tous les commensaux sont opportunistes? C'est ça la question. Elle est strictement comment ça? Elle est strictement? Parce que je crois qu'il y avait des accusés de dame, il y a écrit oui, mais la coupe, elle est clairement comme ça. Moi, je dirais faux. Si on dit qu'elle est comment ça, c'est vrai, comment ça, strictement, qu'elle peut être. Moi, c'est ce que je mettrais, ouais. Mais ce serait un peu méchant comme piège. Mais oui, ouais, faudrait demander à la prof parce que dans le cours, du coup, l'exemple qu'il vous cite, c'est Candida albicans qui est commensale. Mais du coup, elle peut prendre le dessus parce que c'est une espèce opportuniste. Si par exemple, vous prenez un antibiotique, du coup, il y aura moins de bactéries autour et du coup, les champignons vont pouvoir proliférer. Et du coup, bah, il y aura une rupture de l'équilibre et ça va créer une mycose. Voilà. Ah, on verra demain. Si vous avez des questions. Non, ça va. Question, non, c'est bon? C'était bon? Ok. Ça, en vrai, on a accéléré de fou. Il est 19h. Vous voulez pas te faire de pause, ça va, non? Ça va? Ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Je voulais faire un petit aparté. Vous savez que ce week-end, il y a examen blanc. Ouais, voilà, venez. Il y a le cause qui a corrigé. Ouais, ouais. Et il a dit. Ouais, et il a dit, et du coup, je vais revoir après ce qu'il a corrigé, mais il a dit que cette année, c'est très bonne année comparé à l'année dernière. Voilà, c'est pas une compétition, mais c'est qu'on a fait du bon taf. Donc voilà, il a corrigé tout et ouais, ouais. Dans ma recherche sur le pays, il écrit que les dilemmes, enfin, la solution pour les dilemmes moraux est évidente. Et la justice, elle le vrai, mais moi, je me fais trop. Je vais reprendre, je trouve. Les dilemmes de moraux est évidente? J'aurais mis faux. J'ai pas répondu à celle-là? Ah, ok. Parce que je crois que, ouais. Je mets faux, parce que dilemme moral, c'est équivalent à dilemme d'éthique. Parce que dans tous les cas, tu as le mot dilemme. Donc oui, la morale est évidente, mais un dilemme de morale ne l'est pas. Donc tu mets faux, et si le code se le met, tu mets faux aussi, hein. Parce que dans ce cours de, je sais pas si vous étiez en passe l'année dernière ou pas? Enfin, en passe, il disait, enfin, je sais pas s'il a changé l'année. Ouais, voilà que
que moral, enfin, dilemme moral égale dilemme éthique. Voilà. Voilà. Donc voilà, venez à l'examen blanc. Il a corrigé. Il y a aussi celle des champis et des champis et de végétal qui a aussi corrigé. Donc voilà. Après, pour les autres matières, je sais pas trop, mais en tout cas, les miennes, je sais qu'ils ont corrigé. Donc venez. Et sinon aussi, il va y avoir parce que tout à l'heure, je vous parlais pour la révision, etc., de se faire des fiches avec les noms et ce qu'ils font. Il y a un livret aussi de SSH qui va arriver. Voilà, donc quand ça sortira, on vous enverra peut-être un mail, mais voilà, c'est pas mal. Franchement, j'ai fait en sorte que justement ce soit bien structuré pour que vous ayez chacun des personnes et ce qu'ils font, genre, comme ça, pour la révision, c'est direct. Voilà, après, ouais. Du coup, ceux qui ont été postés en mode commandé, etc., vous savez en moyenne en combien de temps vous recevez le livret? Ah, vous avez déjà commandé, ouais? Là, c'est une semaine. Ok. Ah, je sais pas quand ça arrive. Moi, je savais même pas que vous avez déjà. Mais je sais que je l'avais fini. Voilà. En tout cas, voilà, prenez le livret si jamais vous pouvez. Bref. Enfin, je sais pas si c'est trop tard. Bon, bref. Ça va. Mais venez à l'examen blanc aussi. Bref, on va commencer du coup, enfin, on va finir avec le monde végétal et l'homme. On va commencer avec un petit QCM. Merde, je peux pas mon verre. On va faire un petit QCM. Donc, pourquoi c'est ça? Bon, c'est pas ça. Attendez, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que les végétaux sont des espèces eucaryotes hétérotrophes et ont un système vasculaire très important? Voilà, c'est. Ouais, bon, ben. Elle a fait le même piège que moi, mais à l'inverse, quoi. Donc, ils sont autotrophes, puisqu'ils produisent eux-mêmes leurs ressources grâce à la photosynthèse. Et on parle de la photosynthèse après. Les végétaux, au sens strict du terme, sont polyphylétiques. On y retrouve le règne des plantae. C'est vrai ou faux? En fait, dans le- Ouais, dans ce cours, c'est très mal dit. parce que au sens strict, elle dit que c'est monophylétique et c'est le règne des Plantae, le développé au sens strict. Et au sens large, j'ai pas confirmé ce qu'elle dit. En gros, je peux pas faire ça. En gros, t'as raison, végétaux au sens strict, c'est monophylétique. Euh, En gros, tu fais, je sais pas, en fait, on passe sur un super schéma avec des sortes de feuilles qui partent un peu partout, genre. Et monophylétique, ça veut dire que par exemple, cette petite branche, elle provient de la même racine. Et polyphylétique, ça veut dire qu'il y a plein de racines différentes pour cette branche, par exemple. Donc, au sens strict, on reste voilà, vraiment sur une seule, celle qu'on connaît. Genre. Euh, ouais, en gros, hop, et ça provient du coup de la même, imagine, de la même racine. Enfin, on dit que, je crois, dans le cours même, il écrit un ancêtre, enfin, ou un truc commun. Ouais, voilà. Ouais, avec le juice. Ouais, mais là, tu restes sur ce qu'elle te dit. Ouais. Non, swap. Ouais, mais bon. Ouais, Ah, elle le dit dans le cours? Ouais, ok, de toute façon, si elle poserait cette question. En vrai, elle est gentille. Vous savez, dans la correction qu'elle nous a fait, du coup, là, hmm, pour les QCM celle qui m'a corrigé, là, c'est Anne Favel. C'est celle-là qui vous fait la cour? Ah, bah, là, celle qui m'a corrigé, celle que je lui ai envoyée pour l'examen blanc, c'est Anne Favel, ou Anna Favel, Anne, je crois. Et, euh, et franchement, elle est gentille. Hein, ça se voit qu'elle fait attention à ses QCM, donc je pense pas qu'elle fait beaucoup de pièges. En tout cas, ouais. C'est ce qu'il faut vous dire, vu que, voilà. Ouais, j'ai mis la définition, voilà, qui sont constitués d'un ancêtre hypothétique commun. euh, et du coup, pour ses descendants, c'est le même ancêtre. Voilà, en gros, c'est ça. Mais si, je sais pas, ça arrive à mettre la main sur un cours de passe, je pense que c'est mieux expliqué parce que c'est plus long. Ok, ouais, compréhensible. Mais ouais. Euh, La chloroplaste provient d'une symbiose héréditaire entre une cellule eucaryote ancestrale hétérotrophe et une cyanobactérie.
Oui, bah oui. Du coup, vous mettez vrai ou faux? Oui, je crois que- Ouais. oui. Ouais, c'est texto. S'il y est, ouais, s'il y est. En gros, ouais. Ouais, non, c'est pas grave, t'inquiète, non, mais du coup, ouais, bah, parfois, il y a des phrases quand tu lis dans le cours, tu dis, ah ouais, c'est logique et tout, et après, quand tu le revois en QCM, t'es en mode de la thèse, surtout, bah, moi, c'est mon pire truc, c'est mon némésis, ce truc-là. Mais du coup, ouais, voilà, au moins maintenant, tu t'en rappelleras. Il y a le mot héréditaire, et c'est bizarre, j'avoue, mais bref. Apprenons ce qu'elle nous fait apprendre, j'ai envie de te dire. Le polysaccharide principal de la paroi des cellules végétales est l'hémicellulose. C'est vrai ou faux? Vas-y, levez la main, qui dit vrai, qui dit faux? Qui dit... Ouais, c'est faux. Ouais. En gros, c'est pas l'hémicellulose, c'est la cellulose normale. Euh, Voilà, enfin, ouais, elle en donne trois dans le cours. Cellulose, hémicellulose et pectine, je crois. Non? Lignine, ouais, pardon, pectine, c'est champ- C'est pas la personne, je pense qu'elle dit qu'il veut lier au truc. Ouais, du coup, je crois qu'il y en a quatre. Bon. Ouais, ok. Bah, voilà, bah, cellulose principale, c'est la plus forte. Et finalement, le tropisme, pardon, caractérise les plantes qui se développent en direction de la lumière. Ouais, je mets entre parenthèses fenêtre pour un petit exemple. Voilà. Du coup, c'est vrai. On va parler vite fait de la reproduction des végétaux. Je vais mettre ça, hein. Ouais, c'est un peu la partie chiante, moi, je trouve. Mais bref. Du coup, on a deux types de reproduction, asexuée et sexuée. La reproduction, en bref, la reproduction asexuée, c'est du clonage. Hein, elle a pas besoin c'est pas ses tissus reproducteurs qui fait ça. Donc, c'est toujours elle-même qui s'émancipe, par exemple, si tu coupes une plante et que tu la replantes, et ben, hop, on a fait une reproduction asexuée. Voilà. Et la reproduction sexuée, bah, du coup, elle passe par un cycle de vie digénétique. Et là, c'est la vraie reproduction au sens qu'on entend aujourd'hui, avec du coup un passage d'une forme diploïde à deux N chromosomes, siège de la méiose qui génère des spores haploïdes. Enfin, il y a un petit schéma, moi je trouve qu'il est... Et ensuite, on a la forme haploïde à N chromosomes qui se développe à partir des spores issus de la forme diploïde. Donc ça, c'est la formation ça permet la formation des gamètes. Voilà. C'est un peu un passage chiant et c'est deux phrases à apprendre à peu près par cœur. Et au final, ouais, ça se rapproche un peu des champions, par exemple. Et j'ai rajouté que les plantes terrestres, elles sont appelées des embryophytes, car leur production sexuelle donne toujours un zygote, puis un embryon. Ok? Voilà, ça c'est un peu le truc à apprendre par cœur, du coup. Voilà, on parle un peu dans ce cours d'usine chimique végétale. Vous pouvez me définir qu'est-ce qu'un métabolite primaire et qu'est-ce qu'un métabolite secondaire. Là, si vous avez quelques mots dessus. Moi, c'est pas spécifique. Enfin, il y a un truc par rapport à la spécificité de la plante, je crois que c'est pour les fonctions de base, Ouais. production, le, le nutriment. Et après, une secondaire, c'est pour tout ce qui est défense. Ouais. En gros, voilà. Bah ouais. Métabolite primaire, si tu parlais de spécificité, ouais, on peut dire que métabolite primaire, c'est un peu aspécifique. Genre, toutes les plantes, elles ont de la cellulose. Toutes les plantes, enfin, ouais. J'ai pas envie de dire toutes, parce que c'est chaque fois. Bon, bref. Mais je pense que toutes les plantes, ouais, ont de la cellulose, etc. Donc, ça, c'est métabolite primaire. C'est fait pour la structure, la reproduction, la nutrition. Et les métabolites secondaires, c'est pour l'adaptation à l'environnement. Hein? Ouais, et ils sont aussi stockés dans la vacuole. C'est vrai, ouais. Ils sont, voilà. Et ils sont facultatifs, contrairement aux métabolites primaires qui sont indispensables. Voilà. Donc on dit que les métabolites primaires, voilà, ils assurent la croissance et la survie de la plante.
alors que les métabolites secondaires, ils assurent voilà, l'interaction avec leur environnement biotique ou abiotique, et donc l'adaptation à l'environnement. Voilà. Ok, c'est bon, tout est bon pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais. Non, c'est bon. Donc maintenant, on va parler des bryophytes, ptéridophytes merde. Et en vrai, spermatophytes, ouais. Spermatophytes. Du coup, bryophytes, on va revoir leurs petites caractéristiques en bref. Donc, c'est de la mousse. Euh, c'est la plus archaïque, donc la plus vieille et la plus mal formée. Enfin, c'est méchant de dire, mais voilà, mal adaptée. Elles n'ont pas beaucoup d'appareils végétatifs. Voilà, c'est de la mousse, on la voit pousser un peu partout sur les toits, par exemple. Ça, elle pose pas trop de questions, mais où est-ce qu'on le retrouve dans la forêt tempérée, tropicale, voilà, zone alpine, boréale, marécageuse. Et du coup, leur fécondation, qu'est-ce qu'elle elle a quoi de particulier? Enfin, ouais, il faut beaucoup d'eau. Ouais, voilà, pour leur fécondation, il faut beaucoup d'eau. Mais du coup, est-ce qu'elle survit dans des milieux secs et quelle propriété leur permet de vivre dans des milieux secs? Genre, en gros, elles font un turn-off entre. Enfin, un turn. Ouais, c'est un nom. C'est une question de merde. Alors, on dit qu'elles sont revivissantes. Voilà. Elles reviennent. Hop. Et elles ont un. Par contre, même si elles sont voilà, archaïques et tout, elles ont quand même un grand rôle. Elles ont quand même des grands rôles, même. Est-ce que vous pouvez me dire un peu. Est-ce que vous pouvez me dire un peu leur rôle principaux qui étaient. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a un mot, ouais, vas-y. Ah, j'ai pas entendu. Ouais, un indicateur de pollution. Du coup, on dit, ouais, on dit que tout ça, là, ça permet d'étudier voilà, toute la bioaccumulation entre grands guillemets. Et elle permet aussi l'équilibre hydrique de l'écosystème. Voilà. Donc, deux trucs importants, c'est qu'elle c'est une bioindicatrice. Donc, elle permet la bioaccumulation et permet l'équilibre hydrique de l'écosystème. Voilà. Et là, j'ai réécrit reviviscente. Elle nécessite de l'eau pour sa reproduction. Maintenant, on va parler des ptéridophytes. Euh, Ouais, d'ailleurs, j'ai pas mis, mais tout ce qui est, vous savez, elle parle des airs, de quand est-ce qu'est apparu quoi et tout, machin et tout. Ça, je crois pas qu'elle dit, faut pas, enfin, elle dit pas, faut les apprendre, je crois. Ouais, je crois qu'elle s'en fout. Si on passe, je sais que je me rappelle qu'elle disait, faut pas apprendre. Parce que c'était le début de son cours, elle disait, ouais, machin, air, truc. Ouais, Alors, on s'en fout de quand est-ce qu'elle a eu l'exception. ouais, voilà, en gros, c'est ça. Ouais. Donc, bref, mais voilà, bon, on s'en fout. Donc, on va faire un petit résumé encore. Ben voilà, maintenant, on passe à des fougères. Donc, un peu mieux que de la mousse, parce que cette fois, elles ont un. Et j'ai mis la réponse directe, là. Bon, bah, vous avez la réponse directe. Une fécondation qui dépend toujours de l'eau. Un appareil végétatif qui est cette fois-ci donc différencié. Enfin, tout à l'heure, il n'était pas différencié, il était peu différencié. Là, on dit toujours leur lieu de prédilection, voilà, forêt tempérée, forêt tropicale. Et il faut savoir que les ptéridophytes sont à l'origine, en tout cas, de la formation de la houille. Donc, tout à l'heure, on a dit euh, bryophyte, mousse qui permet bioindicatrice, bioaccumulation et équilibre hydrique. Ptéridophyte, maintenant, c'est l'origine de la formation de la houille. Et les deux sont toujours dépendantes de l'eau. Et maintenant, on va parler, voilà. Ah ouais, j'ai mis les questions après les réponses, un peu. Je suis désolé. Enfin, je n'ai pas fait pareil. Non, c'est bon. Et on va parler maintenant des spermatophytes. Et je crois que c'est là. Je crois qu'après, on a fini. Donc, les spermatophytes, c'est la majorité des végétaux. C'est ce qu'on voit tous les jours quand on se promène, à peu près. C'est les plantes, entre guillemets, les plantes à fleurs. Euh, et cette fois-ci, leur fécondation, elle se fait comment? Et du coup, ouais, elles sont carrément, on dit qu'elles sont dans le cours, on dit qu'elles sont indépendantes de l'eau. Donc, fécondation indépendante de l'eau. On va parler voilà, de protection par des téguments de la graine qui se sourcille, donc qui permet la dissémination. On va parler aussi donc de grains de pollen. Voilà, il y a deux nananaphiles. Euh,
Anémophile et, et le deuxième? Anémophile, elle a dit pour le vent, et du coup pour insectes et animaux. Entomophile, ouais. Entomophile. Et voilà, elles ont une discussion, une discontinuité du cycle vital, comme on a vu. Et on va parler, voilà, en bref des gymnospermes et angiospermes. Je crois que, je sais pas s'il y a toujours le moyen mémotechnique pour gymnosperme. Je sais pas. Gymno, ça veut dire nu. Non, il y a pas écrit ça, hein. Ouais, voilà, imaginez de toute façon. Oui, imaginez un gymnaste. Les gymnastes qui sont à poil. Enfin, ils sont pas à poil, ils ont des petits. Ouais, bah, dans la Grèce antique, ils étaient à poil, les gymnastes. Donc voilà, c'est la plante à graines nues pour les gymnospermes. J'ai écrit les airs, on s'en fout un peu. Conifères aussi, on s'en fout. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est gymnospermes, graines nues, du coup adaptées à la sécheresse et au froid. Voilà. Et pour les angiospermes, bah, du coup, l'autre était nu, lui, il l'est pas. C'est la lignée majeure. Voilà, c'est celle qu'on voit à peu près bah, tout le temps quand vous mangez des fruits et tout. Parce que justement, leur graine est localisée à l'intérieur d'un fruit. Parce que l'ovaire devient le fruit. Enfin, l'ovaire devient le fruit. En fait, l'ovaire, elle se change et ça devient le fruit que vous mangez. Et voilà, importance économique vitale. Bon, ben, on mange tous des fruits, quoi. Donc, voilà, et je crois que c'est la fin, hein. Voilà. Si vous avez des questions, ben, on est là pour répondre. Vous n'avez pas de questions? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une amie. Ouais, me pense. Pour voir si. Ton compte quoi? Ah, moi, je peux pas trop faire ça, ouais, j'avoue, je suis trop tôt. Bah, je vais le signaler, ouais. Je vais le signaler. Ok. Et sinon, ouais, venez à l'examen blanc. Euh, puis en vrai, c'est un bon entraînement. Je crois que vous pouvez le faire en ligne, sinon, si vous voulez pas venir sur place. Parce que si vous venez pas, de toute façon, vous avez déjà fait un truc quoi, sur place. Voilà, le faire en ligne, c'est cool. Et sinon, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Bon, ben, ouais, t'as une question? Une anale? Ok. Et il dit que c'est faux de dire qu'il réclame de la part des médecins de faire preuve de probité. Et je comprends pas pourquoi. Je crois que c'est un cours que vous avez plus, je crois. Non, la probité, si, on vous en parle encore. Ouais, là. On- probité, c'est quel cours maintenant? Ouais, non, mais la probité, attends, je vais juste voir son passage. Mais c'est quel cours déjà? Elle a dit par exemple bienfaisance. Mais ouais, en fait, l'autre. Attendez, moi j'ai juste envie de revoir le passage. Et sinon, je sais pas. En gros, la dernière fois, quand on maintenant, rien. Je sais que j'en avais déjà mis rien à l'ancienne, parce que j'avais fait passer 41 ans. Et Moi, j'aurais pas mis autonomie. genre, parce que là, par exemple, j'avais créé un nouveau compte en automatisé, c'était un peu longtemps. Et j'ai tout modifié, j'ai tout. Dans le cours, je crois qu'il dit même pas. Mais parce que je crois que justement, à l'époque, il y avait un autre. Et tu veux faire un contact nouveau, mais quand tu veux passer. Ouais, ok. Ouais, tu peux y aller, ouais, t'inquiète. Euh... Et si je dis pas de bêtises, en fait, à l'époque, il y avait un cours qui était beaucoup plus gros sur tout ça, genre. Et que là, maintenant, il dit que dans l'ordre des médecins, je crois, je me trompe pas. Ouais, il en parle quand il dit. Ouais, donc parfois, il y a des trucs comme ça où vous pouvez